ce live métier, c'est avec Thibaut. Est-ce que Thibaut, tu nous reçois? Est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu vas bien? Alors je vais très bien, je vous entends et je vous vois parfaitement. Mais c'est super, c'est Voilà. fabuleux. Donc on accueille Thibaut, bonjour à tous aussi Bonjour. ceux qui nous rejoignent maintenant. Voilà, parfait, on a des bonjours, c'est super. Alors Thibaut, pour commencer, c'est un live métier, donc on va commencer par l'intitulé de ton métier. Quel est-il? Ok. Alors quel est-il? Moi je suis leader cloud DevOps au sein de la société Wattpoint, voilà, qui est une société sur Paris. Ouais, Est-ce qu'on peut avoir une petite traduction pour ceux qui ne tout savent à pas ce que fait, c'est? tout à fait. En fait, DevOps, c'est une méthode de travail hein, qui consiste pour faire très rapidement à automatiser les process de mise en place des applications au sein des entreprises. Pour faire vraiment très simple, avec des méthodes de travail derrière, hein, bien sûr. C'est une forme de culture, hein, qu'on apporte dans le monde de l'entreprise et tout ce qu'on appelle, cloud, c'est un petit peu, comme le Google Drive et cetera que vous pouvez avoir chez vous, hein. C'est des lieux qui vont être gérés par des sociétés d'informatique sur lesquels on va pouvoir mettre, des systèmes virtuels, des systèmes informatiques, des systèmes de buckets avec des images et cetera, des programmes et ça peut aller en fait, de la simple exploitation d'images et de sites internet commerciaux jusqu'à des projets d'entreprise, très complexes. Bon, pour l'instant, c'est assez vague, je pense, pour la plupart, mais on va rentrer dans le détail Mmh. pour essayer de comprendre tout ça. Et on a déjà un message, une petite remarque. C'est quoi cette chaise fond vert? C'est génial. Voilà, un petit message dans le chat. Ouais. Bon, petite dédicace, ça frappe hein, tout de suite. C'est high-tech, hein, c'est pas mal. C'est pourquoi? C'est pour faire des visios? Alors en fait, ouais, je suis chez moi là, je suis en télétravail, je suis en remote, hein, aujourd'hui et en fait, j'ai une chaise, capitonnée qu'on trouve dans les entreprises, parce que je suis un fan des enchères et donc j'ai cette chaise qui me permet de faire effectivement des lives, dans des conditions de son, alors on va pas dire studio, mais bonnes. Voilà. Ok, très bien. T'es dans Voilà, de bonnes conditions pour faire un bon live. exactement, parce que c'est une partie de mon métier, heu, d'être en live, voilà, Bien, et bah du ou coup dans des réunions. on va rentrer dans le détail, tu vas nous expliquer tout ça. En quoi consiste ton métier? On va expliquer quatre grandes tâches que tu fais dans ta journée, quatre grandes Tout à fait. étapes, et je te laisse les aborder, je te laisse les détailler à ta sauce. Très bien. Chez OnePoint, en fait, j'ai un double rôle. J'ai un rôle en tant que leader qui va être un rayonnement interne au sein de la société OnePoint, dans laquelle je vais faire, du management. Alors chez OnePoint, c'est une organisation horizontale, c'est pas proprement dit du management, mais je vais avoir des personnes dont je suis le référent, donc que je vais encadrer dans leur carrière professionnelle et que je vais aider à avancer. Des partenariats sur lesquels, je travaille, dont un que vous connaissez probablement tous, qui est avec, la société Microsoft, avec qui je travaille aussi chez mon client grand compte chez qui je travaille, hein. Donc un client grand compte, c'est un client notamment, qui est référencé, en bourse et des formations que je vais donner en tant que formateur, construction, des formations et également, mise en place de cursus de formation, évidemment dans le cadre de mon métier, c'est-à-dire le DevOps dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc tous les outils et cetera qui vont permettre d'automatiser chez les clients les méthodologies de mise en place, cette nouvelle culture d'entreprise, hein, qu'on amène chez les grands comptes et également sur la technologie cloud. Donc on a 3 cloud providers, hein, que vous connaissez peut-être, Amazon, que tout le monde doit connaître avec au moins Amazon Prime, qui ont un cloud provider, hein, qui s'appelle AWS, Microsoft et Google. Donc, 3, grosses entreprises font partie des ce qu'on appelle les GAFAM et que tout le monde connaît en tout cas de nom. Et j'ai également un rôle de consultant en fait, hein, qui est une grande partie de mon travail. L'objectif, c'est que j'accompagne des clients sur leur, transformation d'entreprise, leur transformation digitale, aussi bien au niveau de toute l'infra, réseau et on va dire informatique qu'ils vont mettre en place. Alors maintenant évidemment c'est pas local, hein, c'est au niveau international, mais aussi sur l'intégration des nouvelles applications qu'ils vont vouloir développer au sein de leurs entreprises. Donc actuellement je travaille pour, Bolloré Transport et Logistique, en tant que consultant et je peux être amené occasionnellement à accompagner d'autres clients, grands ou plus modestes, sur le déploiement de leurs solutions, en tant que consultant cloud DevOps du coup. D'où ce rôle leader, hein, qui est rayonnement interne d'une part, rayonnement client d'autre part. Bien. Justement, on a des petites questions dans le chat par rapport au nom de ton métier. Alors, je pense Ouais, qu'ils aimeraient bien avoir un nom qu'ils peuvent comprendre, parce que c'est vrai que ouais, Leader Cloud, c'est un peu anglais, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Du coup, ouais. développement et opération, qu'est-ce que ça peut dire?
D'un point de vue opération, bah, le nom du poste que j'ai donné, c'est le nom que ça porte. Après, c'est ce qu'on pourrait appeler, ingénieur informaticien dans une certaine mesure, mais pas orienté dans le développement applicatif, mais plutôt dans la mise en place des solutions. Voilà. Très bien. Et traditionnellement, juste pour faire un petit historique très rapide, à l'origine, on mettait ces applications sur des serveurs, hein, comme on peut avoir un ordinateur chez soi ou dans une salle réseau. Après, c'était des machines qui étaient plutôt virtuelles, donc sur une machine, on mettait plein de machines. Et maintenant, comme on veut plus gérer justement cette infrastructure, matérielle qui est très compliquée et très chère, en fait, c'est des grands groupes comme Microsoft qui vont la mettre à disposition. Et donc du coup, nous, on va mettre nos applicatifs dans les ordinateurs de Microsoft, pour faire simple. Mais mon métier, on pourrait dire que c'est informaticien, voilà. On a une vue globale et on sait un peu dans quel domaine tu travailles. C'est vrai qu'avec des C'est mots moins anglais, des mystique, ouais. fois, on est un peu dans le flou. Mais au Mmh. moins là, c'est très clair. Et donc, tu as plusieurs casquettes en fait dans ton métier. On le voit avec ces quatre Oui, étapes différentes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire s'il y a une répartition en horaire de plus de bien sûr. consulting ou plus de formation? À quoi ressemblent en fait tes journées ou tes semaines? Alors, moi je travaille, 5 jours par semaine, hein, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec les 4 premiers jours de la semaine qui sont dédiés exclusivement à mon client grand compte. Je peux avoir quelques sujets internes, mais dans ces cas-là, c'est à dispatcher un petit peu, en fonction des disponibilités, des temps et cetera. Le 5e jour, le vendredi, ça va être, dédié principalement aux 3 tâches que l'on peut voir: management, partenariat, formation. Donc une grosse partie de mon travail, c'est le consulting. Donc on peut dire que je suis consultant informaticien, hein, si vous voulez. Si ça répond aussi, ça complète la réponse de la question précédente. Et on va dire que le management, bah, moi j'ai une dizaine de personnes, donc ça prend un petit peu du temps, mais c'est un management très relationnel, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc du coup, c'est un petit peu aussi à la bonne franquette, on va s'appeler en fonction des besoins, et cetera. C'est pas gravé dans le marbre. Des échanges, ça peut être les personnes qui viennent vers moi et moi qui vont vers eux, hein, c'est très important. La formation, je suis pas sursollicité non plus évidemment, parce que j'ai pas un temps, infini, et il y a des choses, c'est un travail d'équipe, hein, donc moi je vais alimenter le cursus formation, mais j'ai une vingtaine de collègues qui alimentent également ce cursus formation, donc c'est un vrai travail de groupe. Donc quand il y en a un qui est un petit peu en difficulté dans son planning, bah, on va l'aider, et moi on m'aide également, hein, c'est très important dans une entreprise, l'entraide. Chez OnePoint, c'est très important aussi, hein, ce statut-là. C'est un des socles de cette société. Et le partenariat, bah, le partenariat, en fait, moi, je l'alimente dans le cadre de ma mission client, puisque je travaille beaucoup avec Microsoft, et j'ai un autre partenariat avec une autre société qui s'appelle HashiCorp, qui est un éditeur, d'applications, très utilisé dans le monde de l'entreprise, et avec qui je travaille aussi puisqu'ils sont aussi présents chez mon client grand compte. Donc du coup, c'est des partenariats que je vais alimenter aussi de manière assez naturelle, finalement. Ouais. Non, je pense que c'est clair aussi pour tout le monde. Et ce qui va être intéressant, justement, je vois que on a des questions sur les diplômes que tu as, etc. On va rentrer Ouais. dans le détail de ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'à ce métier aujourd'hui. On va repartir en Très bien. arrière, on va aller dans tes études avec ton bac. Mmh. Très bien. Mon bac, alors moi j'ai un bac économique et social, que j'ai obtenu à l'époque, sans mention particulière par ailleurs, hein. Juste pour l'anecdote, on en avait parlé ensemble, hein, mais voilà, juste pour l'anecdote, j'ai eu un parcours, lycée un petit peu compliqué, hein, puisque moi j'ai fait 50 lycées, hein. Alors il y en a qui vont être en état de choc, mais ça peut arriver pour plein de raisons, hein, personnelles, et cetera. Donc j'ai fait STT, puis après ES, je suis retourné en ES et puis j'ai fait, voilà. Donc ça a été mon parcours, mais à la fin, j'ai eu un bac, économique et social. Suite à ces études, bon, j'étais un petit peu perdu, mais j'aimais bien les sciences humaines et sociales, c'est d'ailleurs ce qui m'avait sauvé au bac, hein, j'avais, un 17 là-dessus, voilà. Merci les sciences humaines et sociales. Du coup, j'avais passé un DUC d'histoire, parce qu'à l'époque, il y avait des DUC, alors maintenant c'est LMD, hein, licence, master, doctorat, mais à l'époque, c'était des DUC, les 2 premières années d'études qui rentraient dans le cadre d'une licence. Donc j'avais fait un DUC d'histoire avec une mineure géographie, et j'avais beaucoup aimé la géographie en fait, pour plein de raisons, notamment les sorties de terrain et cetera. C'était très vivant en fait, hein, comme matière. Donc du coup, j'ai fini par avoir une licence de géographie, avec mention assez bien, puis ensuite un master 1 avec mention bien, puis un master 2 avec mention très bien et félicitations du jury. Donc vous voyez, ça a monté, crescendo, mais quand on trouve sa voie, en fait, on s'implique dans les projets et puis, on se met à fond.
Et suite à ces études, j'aurais aimé faire une thèse, mais il y avait pas forcément de financement de thèse à l'époque, hein. En sciences humaines, c'est très contraint. Alors beaucoup de gens, s'enlisent, se perdent, tentent quand même une thèse sans financement, c'est très risqué et en fait, comme j'ai une forte appétence informatique, mais depuis très longtemps, depuis le collège déjà, j'aimais bien programmer des logiciels dans mon coin et cetera. J'ai vu dans le cadre de la FCEPF et de la société Enix, une reconversion professionnelle, dans la qualité logicielle. La qualité logicielle, c'est tout ce qui est test, hein, c'est tester les logiciels. À peu de choses près, un peu comme les testeurs de jeux vidéo, mais sur des logiciels et cetera. Donc, après il y a des méthodes qui sont un petit peu plus complexes évidemment, mais la base c'est ça. Donc je suis rentré dans le monde de l'informatique par cette reconversion professionnelle, suite à une formation de 3 mois et puis ensuite j'ai grandi depuis, maintenant, un peu plus de 10 ans, dans l'IT, hein, donc dans tout ce qui est informatique, digital avec plusieurs métiers, dont donc consultant informaticien. J'ai été directeur de business unit pendant un moment dans la société Smile. Donc c'est-à-dire que j'encadrais une équipe de 54 personnes, voilà, avec une équipe commerciale et une équipe de consultants. J'ai travaillé dans des toutes petites sociétés comme Enix, dans des plus grosses sociétés comme Accenture, parce qu'Accenture, il y a 550 000 personnes, donc c'est très gros. Et puis j'ai rejoint OnePoint avec qui j'avais déjà travaillé par le passé, qui était une société qui en termes d'esprit, d'état d'esprit, correspondait à ce que je voulais faire, là où je voulais aller. Et j'avais travaillé avec, un des partenaires, de cette société, donc j'ai rejoint OnePoint en tant que leader, cloud DevOps et la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, hein. Et maintenant, je continue à progresser dans cette société, puisque les métiers de l'informatique, ce que je fais aujourd'hui, c'est probablement pas ce que vous ferez dans 7 8 ans, mais il y a quand même des choses, des marques à prendre, hein, il y a des généralités à prendre, mais c'est des métiers qui évoluent tout le temps. Donc si on veut être, on va dire, à jour dans ce métier-là, il faut se former en permanence, être à l'écoute de ce qui se fait en permanence. Il faut être un petit peu geek, c'est important, curieux et voilà. Donc c'est un petit peu le parcours. Le chat qui peuvent être intéressantes. On a Ouais, Valencia déjà OK. qui nous demande qu'est-ce qui vous a motivé à faire Leader Cloud. Et la deuxième partie de la question, c'est et regrettez-vous votre travail. Donc peut-être, est-ce que tu as des préférences dans les métiers que tu as fait avant ou pas? D'accord. Alors, pourquoi j'ai fait, leader cloud DevOps? Tout simplement parce que c'est ce que je connais. L'informatique, c'est un milieu qui est extrêmement vaste. Vous pouvez avoir des analystes informaticiens qui sont les développeurs, vous pouvez avoir des testeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez avoir des gens qui vont simplement sortir des règles métiers, puisque toutes les applications qu'on fait, c'est pour des gens qui ont un métier derrière, ou des consommateurs. Si vous connaissez Doctissimo et cetera, bah, c'est fait pour les gens qui prennent des rendez-vous chez leur médecin. Donc, derrière, bah, le métier, c'est les consommateurs Doctissimo. Et puis vous avez tout ce qui est le réseau, l'infra, toutes les infrastructures sur lesquelles on va mettre. Donc moi, j'ai commencé en fait dans le test avec beaucoup d'automatisation, ce qui m'a amené à faire beaucoup de systèmes, de réseaux et cetera. Donc le système, c'est Microsoft Windows, ça va être Linux, ça va être, du scripting et cetera. Et en fait, j'ai évolué en fait, c'est un métier qui a énormément évolué avec la virtualisation et l'intégration de ces solutions dans ce qu'on appelle les cloud providers. Et donc j'ai évolué avec l'évolution technologique et c'est ce qui m'a amené vers ce métier-là. Typiquement aujourd'hui, si je voulais être un bon développeur, si je me présentais comme développeur pour un entretien d'embauche, il me faudrait à minima entre 5 et 6 7 ans pour être au niveau d'un développeur qui sort d'une école d'ingénieur et qui a 1 ou 2 années de pratique. C'est vraiment des corps de métiers différents. C'est comme si j'avais commencé par exemple, maçon et puis que j'étais devenu, par une expertise, couvreur. C'est compliqué une fois qu'on est couvreur de dire: «Bah, maintenant, je vais devenir électricien ou je vais devenir, spécialiste, je sais pas moi en architecture de maison» et cetera. C'est très compliqué. Donc chacun a son métier et c'est comme ça que j'ai évolué. Et, Ouais. et j'ai une petite question qui est liée à ça, même deux. On a Ah, Milan qui, en gros, il demande un petit conseil pour commencer dans ce travail. Qu'est-ce que tu ouais. conseillerais à un jeune, du coup, peut-être en troisième? Et on a aussi Valencia qui demande est-ce que vous pensez qu'il faut commencer par des petites entreprises pour s'améliorer? OK. Alors, pour les études, je dirais que moi, j'ai eu le pire parcours possible. C'est-à-dire que mon parcours, je me suis battu pour y arriver, mais si on réussit plus tôt, c'est quand même mieux. Voilà. Voilà. Donc ce qui peut être pas mal aussi, c'est, de pouvoir, dès, sa classe de troisième, dès sa classe de seconde, prendre rendez-vous avec des conseillers d'orientation, aller dans des salons professionnels et voir, quelle classe il faut faire pour pouvoir arriver dans ces métiers-là. L'idéal étant évidemment des classes plutôt,
orientées S avec des classes préparatoires ou en tout cas des classes qui préparent à des entrées dans des écoles d'ingénieurs, faire 5 ans d'école d'ingénieur et sortir. Parce que moi aujourd'hui j'encadre des ingénieurs. Je suis pas du tout ingénieur, je suis universitaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible aussi. Mais moins on a ce parcours, on va dire, classique, mais reconnu et qui mène quand même à ces métiers-là, plus la difficulté est grande. Mais vous voyez, moi, j'ai eu le pire parcours possible et donc c'est pas du tout impossible, on peut y arriver et même arriver tout en haut. Et puis une fois qu'on est en haut, ben, on s'aperçoit qu'il y a encore plus haut, donc on continue d'évoluer. Donc ça, c'est très intéressant. Mais voilà, pour moi, c'est enfin, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est vraiment voilà, il vaut mieux suivre ce parcours-là. La deuxième question, c'était, vous m'avez dit? Vous pensez qu'on doit commencer par des petites entreprises pour s'améliorer? Alors non, pas du tout, hein. En fait, il faut commencer déjà là où on nous prend. C'est un petit peu dur comme ça à dire, mais c'est la vérité. Faut pas se formaliser. J'entendais tout à l'heure dans vos présentations une personne qui disait: «Bah, en IT, on fait des entreprises, on peut changer une année à 6 ans, par exemple, il y a des cycles et cetera». C'est un peu vrai. Donc, on peut commencer, 1 an, 2 ans, 3 ans dans une entreprise et puis un jour trouver l'entreprise qui nous plaît, avoir le CV qui s'enrichit et dire: «Bah, finalement, je vais aller dans cette entreprise-là pour continuer». Les grandes entreprises sont des très bonnes écoles parce qu'on va tomber dans des groupes très gros, on va rentrer dans un moule et cetera. Mais ça peut être d'ailleurs, c'est un système assez scolaire, très hiérarchique et cetera. Les toutes petites entreprises, en général, on va tomber plutôt sur un encadrement très, heu, patriarche, hein, vous savez, dans l'esprit et cetera. Mais parfois, on peut tomber face à des gens qui ont, beaucoup d'empathie, qui vont accompagner les gens et cetera et par rapport à des experts. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des experts chez Enix qui m'ont fait, grandir, mûrir et cetera, donc c'est très important et les entreprises plus moyennes comme, OnePoint où je suis aujourd'hui, on est 3 300 salariés, c'est des supers écoles parce qu'en gros on a un peu l'avantage du petit, un peu l'avantage du grand donc du coup on peut évoluer très bien. Mais il y a pas de après c'est une question d'affinité, mais j'ai envie de dire moi j'ai tout essayé, faut presque tout essayer pour savoir ce qu'on aime, hein. Les conseilleurs sont pas les payeurs, hein. Ça c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà. Une petite dernière question et après on Ouais, passera à un petit quiz. Et OK. ensuite on repassera à plein de questions. La dernière question, elle parlait aussi de ce que tu as fait avant. Tu as dit que tu testais des logiciels et Gérard nous demande, Ouais. testeur de logiciels, est-ce que ça prend en compte aussi la réparation des problèmes qu'on peut trouver? Non, non, parce que quand on est, testeur logiciel, ce qu'on va faire, c'est mettre en place une méthodologie pour, voir ce qui peut ne pas fonctionner, dans l'application, trouver les défauts d'une application. C'est des défauts qui vont être fonctionnels, c'est des défauts qui vont être techniques, c'est des défauts qui vont être matériels. Nous, on les identifie dans ce qu'on appelle un gestionnaire de patrimoine de test. On va les identifier de manière méthodique et ensuite on va les envoyer aux bonnes équipes, c'est-à-dire aux développeurs. Tout à l'heure, je disais tout corps de métier. Bah, quand on voit une erreur qui est une erreur de type applicative à cause du code d'une application, on va l'envoyer à l'équipe de développement qui ensuite vont pouvoir traiter, enfin, voir le problème, le diagnostiquer et trouver la solution et le traiter. Donc c'est vraiment des métiers complètement différents. Par contre, c'est un métier dans lequel on peut faire de l'automatisation, du scripting. euh, donc on peut être amené quand même à coder, mais vraiment sur notre pan de métier. C'est vraiment des métiers complètement différents. Ok, très bien. Bon, bah merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Voilà. J'ai encore noté hein, toutes vos questions que vous avez posées. On passe au petit quiz, un petit quiz très rapide. Je vous permets de vous y inscrire tout de suite. Je lance l'inscription. Alors, comme d'habitude, 4 petites questions hyper simples, des réponses simples. Au moins, c'est pour voir si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, si vous avez été attentif. J'attends que tout le monde s'inscrive. Et puis après, on lancera la première question. Comme d'habitude, hein, vraiment très simple, pas le droit à l'erreur. Je vous surveille. Ok, on va commencer par la première question. Comment s'appelle l'intervenant? Là, normalement, pas d'erreur possible. On a plusieurs possibilités. On a Elliot, on a Thibaut, on a Michael, on a Bruno ou on a Lucas. Est-ce que vous avez suivi jusque-là? Ça serait quand même bête d'avoir la mauvaise réponse dès le début. Première question, attention, le temps est écoulé. Et on a 98% de bonnes réponses, 98% de Thibaut, c'est la bonne réponse, évidemment. Et on a Lucas, 2%. Donc il y en a quelques-uns d'entre vous qui se sont perdus dans les prénoms. Est-ce que tu accepterais qu'on t'appelle Lucas?
ou tu préfères Thibaut? Alors j'aime bien mon prénom, mais Lucas, j'aime beaucoup aussi, c'est mon témoin de mariage, donc avec grand plaisir. Bon, Exactement, c'était une petite dédicace en fait, c'était pour faire c'est ça, plaisir qu'ils ont répondu Lucas. On exactement. passe à la question suivante. Thibaut travaille. Alors, est-ce qu'il travaille chez Samsung, chez Microsoft, chez OnePoint ou chez PowerPoint? Alors là, il y a des petits pièges. Attention, il y a des petits pièges. On a parlé de plein de trucs, et pour l'instant, personne tombe dans le piège, j'ai l'impression. Pas grand monde en tout cas. Ok, le temps est écoulé. Attention, 3, 2, 1. Alors, résultat. On a 84% qui répondent OnePoint, et on a 10% qui disent Microsoft et 6% PowerPoint. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Thibaut? Alors PowerPoint, c'est plutôt une application de chez Microsoft, hein, je pense. Donc du coup, c'est la même chose que Microsoft. Et c'est OnePoint. Ouais, Mais on avait un petit piège parce que on a parlé de Microsoft à un moment. exactement. Qui est Voilà, un de mes c'était partenaires. un petit piège. On passe à la troisième question. Les quatre missions principales de son métier sont... Alors, est-ce que c'est consulting, observation, vendre des produits et créer des sites internet? Est-ce que c'est consulting, management, partenariat et formation? Ou est-ce que c'est coaching, manger, prévenir, fromage? Alors là, je pense que c'est clair. Ceux qui répondent le piège, le gros piège que j'ai tendu, attention hein, quand même. Je risque de me vexer. Bon là, quand même, grosse majorité. Il y a quand même quelques petites erreurs. Il reste 5 secondes pour répondre. Faites vos choix. Attention. Alors, les réponses, 92% qui donnent la bonne réponse, qui était consulting, management, partenariat et formation. C'était la slide juste avant. On a 6% qui donnent la première réponse, c'était consulting, observation, vendre des produits et créer des sites internet. Il y avait quelques petits pièges. Et les 2%, bon, je pense que c'est ceux qui ont répondu Lucas. Coaching, manger, prévenir, fromage. C'est les petits blagueurs du groupe. Voilà. On passe à la dernière question. Thibaut a fait un master. Et quel est son intitulé? Alors, quel est l'intitulé du master? Est-ce que c'est un master d'informatique? Est-ce que c'est un master du numérique? Est-ce que c'est un master de langues étrangères? Est-ce que c'est un master de géographie ou de physique-chimie? Là, c'est technique. Il y a du piège quand même. Il fallait faire des petits pièges. Et pourtant, il y a une grosse majorité, 58% qui répond géographie. Et géographie, c'était la bonne réponse. 33% qui donnent informatique. Évidemment, c'était là le gros piège. C'est qu'on parle d'informatique. Mais Thibaut a fait un master de géographie. On avait 4% de numérique et 4% de langue étrangère. Bon, pourquoi pas après tout. Mais la réponse était géographie. Je vous laisse avec votre petit classement. Et Simone qui finit première, bravo. Asia qui finit deuxième et l'INSEE troisième. Quel podium incroyable. Après on a Tony, Thomas, Costa évidemment, Mohamed, Nino, tous les autres. Vous pouvez noter même dans le chat votre classement. Et on finit le quiz, on enchaîne avec tout de suite toutes vos questions que vous avez pu poser dans le chat. Et du coup, ben, je vais les poser tout de suite. On avait la première qui est assez générale et personnelle. Pierre qui te demande, est-ce que vous aimez votre métier et qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Alors, j'aime bien mon métier pour certains aspects, principalement la formation que j'aime beaucoup, l'encadrement des personnes que j'aime beaucoup aussi, l'accompagnement des clients. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un métier qui évolue tout le temps, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est super intéressant parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que je faisais il y a 2 ans et je sais pas ce que je ferai dans 2 ans. Et ça, pour moi, c'est important de pas forcément savoir ce qui se passera dans 2 ans. Ça me permet d'évoluer. Voilà. Que ce sera très important pour la suite. Et je le lis directement à des questions qui sont tombées de Shanna et Thibaut, non, et Théo, pardon, notamment. Quelles sont les qualités et les compétences qu'il faut, enfin, comment faut être en fait pour ce métier? Ce sera. Ah ben non, mais non, je dis des bêtises. On va l'aborder juste après, donc je garde cette question de côté. On passe à la question d'Alexandra. Quelles sont les langues les plus utiles pour ce genre de métier? Bah, l'anglais,
L'anglais, c'est très utile. Alors, je suis pas hyper fort en anglais, hein, je suis pas fluent comme on dit, hein. Je parle pas couramment, mais je suis, plutôt casual, donc après c'est professionnel, donc tout ce qui va être lu, écrit, en gros, il y a pas de grosses difficultés, hein. Sur le cloud, tout est en anglais, mais c'est un anglais très simple, hein. On demande pas de parler comme Shakespeare, hein, donc il y a pas de problème là-dessus et après l'anglais, bah, ça vient aussi, en pratiquant avec des phrases simples et puis, donc on apprend au fur et à mesure et souvent les gens sont assez complaisant quand on a des difficultés, là-dedans donc ça permet de grandir, d'évoluer, voilà donc principalement l'anglais. Après s'il y a d'autres langues parlées, bah, c'est du plus, hein, j'ai envie de dire, heu, c'est du plus. Est-ce que il faut être bon en maths, avoir des bonnes connaissances en maths pour exercer ce travail? C'est Nicolas qui te demande ça. Alors heureusement non, pour moi. Voilà. Voilà, donc non, 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 il faut pas forcément être, bon en maths, hein. Il faut savoir que tout ça, c'est des métiers qui sont quand même, très récents, très modernes. Il faut quand même avoir un esprit logique dans une certaine mesure. Parce que des fois, on peut être dans des situations, notamment en architecture, en algorithmique et cetera, où il faut quand même avoir une certaine logique. Il faut comprendre vite les sujets. Il faut être multitâche, surtout, hein. En fait, faut pouvoir passer d'un sujet à l'autre assez rapidement et après, il y a certains métiers en informatique qui vont demander, des niveaux de mathématiques assez avancés, mais c'est quand même très spécifique et pour ça, on a des experts et des champions en mathématiques. Voilà. On a Milan qui pose une question et je pense qu'on a déjà abordé la réponse, mais on va la redire pour Ouais. être un peu moins flou peut-être. Est-ce que vous êtes indépendant dans ce métier? Alors ça dépend de d'où est-ce qu'on est. Si on est alors indépendant, on veut dire au niveau des actions, hein, c'est ça que j'entends, hein? Ouais, oui, Salarié du coup chez OnePoint. c'est ça, voilà et pas freelance ou voilà. Voilà et sinon au niveau de l'indépendance, bah, ça dépend, on est indépendant quand les collaborateurs ont confiance, quand on a un certain niveau de maturité, d'autonomie. Donc moi, par exemple, on me demande des choses, hein, quand même à faire. J'ai des objectifs, à atteindre, chaque année. Par contre, la manière, dont je vais me débrouiller pour atteindre ces objectifs, je c'est moi qui décide. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne à la fin. L'encadrement que je vais apporter aux gens, les services que je vais apporter chez le client en tant que consultant, c'est moi qui décide globalement, on va dire la méthode que je vais mettre en place pour, pouvoir, accompagner les gens au mieux. Donc moi, j'ai de la chance à mon niveau d'être, très autonome, on va dire. Un profil plus junior évidemment sera beaucoup plus piloté, hein, par un supérieur et cetera. Mais l'objectif dans ce métier, c'est, bah, de devenir le plus autonome possible à un moment et c'est là d'ailleurs où on commence vraiment à s'épanouir. Être autonome et on a la question de Kenza. Travaillez-vous seul ou en groupe du coup? Alors, je travaille, énormément en groupe, jamais seul en fait, hein. Alors je peux travailler de chez moi par ailleurs, mais en groupe toujours. J'ai quasiment aucun sujet seul et j'ai horreur de travailler tout seul pour la bonne raison que, en fait, c'est des métiers qui vont avoir tellement de spécificités, tellement de besoins que tout seul on peut pas tout distribuer, on peut pas tout satisfaire. Donc il faut surtout une bonne équipe autour de soi, pour pouvoir avancer, les faire grandir et grandir soi-même et eux nous font grandir aussi. Donc travail d'équipe plutôt. Bien. Alexandra, il y a plein de questions, hein, j'en profite. Mmh. Est-ce que tu peux travailler ailleurs qu'en France? Est-ce que tu peux travailler dans un autre pays? Ah oui, oui, sans problème. Alors OnePoint, par exemple, ils sont internationaux, donc clairement, on peut travailler avec d'autres pays, mais on peut aller travailler dans d'autres pays et alors c'est un métier où on est très sollicité sur le marché de l'embauche, hein, il faut le savoir, hein. On reçoit énormément de propositions, hein. Hier, j'en ai reçu 7, vous voyez, de manière complètement, sans être intéressé, donc j'en ai énormément tous les mois et mes collaborateurs, c'est la même chose, c'est un marché très tendu et sur les 7, par exemple, j'en avais une au Luxembourg, j'en avais une, en Allemagne. Alors des fois, c'est pas très bien ciblé parce que je parle pas du tout allemand, donc je serais un peu malheureux, mais voilà. Donc du coup, effectivement, ouais, travail à l'international carrément et ça peut même être sur d'autres continents. Il y a beaucoup d'informatique à Singapour, par exemple, à Hong Kong, il y en a beaucoup aux États-Unis, au Canada également, en Australie, donc il y a possibilité d'aller très loin pour les gens qui le souhaitent. L'Afrique se développe beaucoup aussi. Mmh.
est dû aussi à ça. On a beaucoup d'élèves en établissement français à l'étranger là, qui nous regardent. On a la Serbie, la Ouais. Roumanie, on a Belgrade, je sais, on a plein de pays différents aussi. Donc je pense que ces questions, elles sont intéressantes pour ça aussi. Mhm. Alors, quelle question prendre? Allez, on va se lancer. Milan, comment commencer à travailler en indépendant? Oula. Alors, ouais, question un petit peu compliquée. Je vais essayer de faire très simple. En fait, le travail en indépendant, ça demande de l'autonomie, un carnet d'adresses, c'est hyper important, et un objectif. Alors, je sais que souvent, maintenant, on voit beaucoup de vidéos où on dit qu'on n'a pas besoin de carnet d'adresses, pas besoin d'autonomie, et il suffit de se faire confiance et d'y aller. J'ai envie de dire, c'est comme sauter du haut de la falaise. Voilà, c'est pas très malin. Il faut quand même un carnet d'adresses, il faut quand même des connaissances, il faut de l'autonomie. Pourquoi? Parce que quand vous allez travailler, l'objectif, c'est quand même de travailler pour des clients, hein, c'est la finalité, pour être payé. Et pour travailler chez un client, il faut être porté, on va dire, et il faut avoir un réseau. Il faut donner les garanties que la mission sur laquelle on s'engage, on va la mener à bien. Pour les gens qui voudraient être freelance, que ça intéresse, alors ça peut être très, très bien, hein, surtout dans le digital. C'est très bien payé, c'est très intéressant, on a beaucoup d'autonomie, et cetera, et cetera. En général, il vaut mieux, attendre une dizaine d'années pour être parfaitement autonome et pouvoir aller sur les missions. Certains vont y aller plus tôt sur des expertises techniques très ciblées, mais ça veut dire que ce sont des champions sur un domaine. Donc c'est vraiment très spécifique, voilà. Mais c'est tout à fait possible de faire du freelance, ouais. Question, Milan. Ensuite, on a une question aussi sur tes horaires. Léonore qui Ouais. demande c'est quoi tes horaires de travail? Alors mes horaires, ça va être, en gros, ça va être 9h-18h, avec une heure de pause le midi. Bon maintenant, dans mon métier, quand on est cadre, ça peut déborder et très souvent ça déborde avec les charges. Donc on va être globalement à un petit peu plus que ça. Après, c'est à chacun de mettre, des barrières. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas le samedi, dimanche. Je le faisais au début pour monter en compétence sur des sujets, maintenant je le fais plus. Et dans la mesure du possible, j'essaie de pas commencer avant 8h30 et de ne pas continuer après 18h. Ça peut arriver exceptionnellement, mais j'essaie de pas le faire. Donc ça fait des journées très, très denses. Il faut une to-do list, une liste de tâches qu'on va dérouler, et globalement, ça se passe plutôt bien. Et après, avec de la maturité et de l'autonomie, on apprend à dire: «Non, j'ai pas le temps, on planifie ça plus tard», et comme ça, on arrive à tout lisser sur l'année. Gérer son propre emploi du temps. Tout à fait. Allez, on prend encore quelques petites questions, après on passera à la suite. Mmh. Je vais lier deux questions qui sont passées il y a un petit moment déjà, mais elles étaient intéressantes, peut-être un peu techniques. Théo qui te demandait quels outils et quels logiciels vous utilisez, et Shana aussi qui D'accord. demandait quels outils de travail tu utilises. Peut-être que c'est Heu, technique. ouais, alors là, c'est très vaste, c'est très vaste. En fait, il y a beaucoup de compétences techniques et d'outils. Il y a des écoles d'ingénieurs, d'informaticiens dans lesquelles on peut apprendre à les utiliser, et cetera. Après, on apprend beaucoup sur le terrain. Les principaux outils qu'on va utiliser, bah, c'est évidemment un ordinateur, voilà, avec, tous les outils collaboratifs qu'on peut avoir, donc tout ce qui est communication comme Teams, et cetera. Les boîtes email, évidemment, qui sont quand même beaucoup utilisées. Les plateformes de partage, de documentation qui vont SharePoint, et cetera, qui vont être, beaucoup utilisées également. Également pour tout ce qui est code, tout ce qu'on appelle le logiciel, de versionning, c'est-à-dire que quand on livre un code, vous avez la version 1, la version 2, la version 3, bah, tout ça, ça va être mis sur une plateforme pour que chacun puisse contribuer au code et qu'on perde jamais les traces de ce qui a été fait. Et puis évidemment, bah, moi, par exemple, dans mon domaine, je vais travailler avec tous les cloud providers. Donc par exemple, AWS chez Amazon, GCP chez Google, Azure chez Microsoft, qui sont en fait des plateformes énormes où on va proposer plein de services qui vont permettre, de construire, des parcs informatiques, qui vont permettre de construire des solutions applicatives, et cetera. Juste pour vous donner un exemple rapide là-dessus, hein, et ça répondra au tout début aussi de la présentation. Pour ceux qui connaissent Amazon Prime, Netflix, et cetera, qui sont des plateformes de streaming, ça fonctionne sur des plateformes cloud, et beaucoup de services qui existent, par exemple, chez Amazon pour toutes les entreprises du monde, ont été développés, par exemple, pour Amazon Prime, et cetera, pour vous fournir plus rapidement toutes ces vidéos. Donc toutes les vidéos que vous regardez, elles sont hébergées sur Amazon, Cloud, qui s'appelle, AWS, et donc, c'est tout un système informatique qui existe, sur lequel moi j'ai des expertises, sur lequel on peut se faire certifier, et que vous consommez, hein.
à travers toutes les vidéos que vous allez utiliser, par exemple. Voilà. Ouais. Que vous aimez bien ces petits détails, on voit l'envers du décor. On a une petite question de Valencia. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des clients? Et si oui, comment tu as géré la situation? Oui, oui, j'ai déjà eu, plein de problèmes avec les clients, hein, ça c'est assez fréquent. Alors comment on gère la situation? La 1re gestion, c'est de pas essayer de pas avoir de problème, donc tout passe par un très bon cadrage des projets, voilà. Si vous arrivez sur une mission qui est mal cadrée, qui est mal calibrée et cetera, ça va se passer mal ensuite parce que malheureusement, personne ne fait de miracle, même les meilleurs. C'est très compliqué. Quand on a des problèmes avec les clients, ce qu'il faut faire surtout, c'est discuter. Discuter pour trouver des solutions parce que tout problème a sa solution ou ses solutions. Donc surtout, il faut discuter, c'est hyper important. Surtout pas faire l'autruche, surtout ne pas répondre et surtout ne pas faire: «Ah bah, c'est pas moi, je comprends pas ce qui se passe» et cetera. Il faut et même si c'est pas nous d'ailleurs, essayer d'accompagner le client pour résoudre les solutions. Maintenant quand on est consultant chez un client, si le client nous appelle, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes à solutionner, des projets à mener, donc dire qu'il y a pas de problème, bah, ça voudrait dire que j'aurais pas de métier, en fait. Donc moi, je suis content qu'il y ait des problèmes pour pouvoir aider à mon client, pour pouvoir aider au mieux mon client et ma satisfaction, c'est quand les problèmes sont résolus dans leur globalité le plus possible, on va dire et puis voilà. Mais après, le plus important, c'est la communication. Vraiment, ça, c'est hyper important, dans ce métier-là et dans beaucoup d'autres métiers, je crois, hein, en plus, pour le coup. Une dernière petite Mmh. question, et puis après on passera à la suite. Ouais. Shana qui demande, travaillez-vous tout le temps en télétravail? Alors, heureusement non. Parce qu'on a quand même beaucoup travaillé en télétravail, lors de 2020, avec la pandémie qu'on a tous connue, hein. C'est notre histoire commune, à toutes et à tous. Donc je fais quand même pas mal de télétravail, ce qui en Île-de-France est vraiment une vertu. C'est rentré un petit peu dans les mœurs, hein, dans le code du travail, on va dire, dans la logique des RH, des ressources humaines et des patrons d'entreprise avec tout le covid et cetera. Donc je fais du télétravail. En général, je vais faire alors en ce moment, je fais 5 jours par semaine, mais en général, je vais plutôt être à 3 jours par semaine, de télétravail, et 2 jours en présentiel. Après, il y a des semaines où je peux être, tous les jours chez mon client ou dans ma société, parce qu'on va avoir besoin de moi sur site. Mais en général, voilà, je fais, on va dire, 3 jours télétravail et 2 jours, présentiel. Je souhaite pas forcément du complet télétravail à tout le monde parce qu'honnêtement, au bout d'un moment, enfin, ça suffit pas le rapport vidéo, c'est bien d'aller voir les gens, boire un café avec ses collègues, échanger et cetera. Enfin voilà, c'est hyper important. Pour les clients, ça Réel ça quoi. crée beaucoup de mitoyenneté aussi. Ouais. Ok. Mmh. Bon, bah, je vais quand même poser cette dernière question, après on passera aux qualités, Ouais, aux c'est parti. compétences, parce qu'il y a Tony, il y a Pierre, il y a Asia qui ont posé la même question. Est-ce qu'il y a des inconvénients dans ton métier? En gros, les plus et les moins un petit peu de ton métier, selon toi, évidemment. Ben, les plus, c'est on va pas se mentir, les plus, c'est on va dire, l'intérêt évolutif du métier dont j'ai beaucoup parlé précédemment, hein, qui est quand même un plus. C'est-à-dire que je sais pas du tout comment sera mon métier dans 5 ans et ça, de mon point de vue, c'est plutôt intéressant. La rémunération aussi qui est quand même intéressante, hein. C'est un secteur dans lequel on gagne bien sa vie, donc ça, c'est quand même plutôt bien aussi. C'est un facteur de motivation. Et puis quand on est geek, ben, du coup, qu'on a un peu cet ADN de recherche, c'est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant aussi. Les moins, c'est que, bah, parfois on peut tomber sur des sujets qui sont quand même extrêmement complexes, extrêmement difficiles, qui vont être un petit peu des espèces de laboratoires, mais des laboratoires où on attend un résultat, effectif immédiatement, en fait. Donc en fait, on n'est pas chercheur, mais trouveur et ça parfois ça peut avoir une certaine difficulté, parce que, bah, quand on est même un peu junior, ça fait un petit peu peur. Donc d'où l'intérêt de pas être freelance tout de suite et être bien accompagné au début. Mmh. Et ben justement, on va passer à la question suivante sur les qualités et les compétences à avoir, et je te laisse OK. les présenter et les expliquer. T'en as sélectionné trois. Voilà, Ouais. je te laisse les détailler. OK, alors ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit, hein, précédemment, hein, mais c'est dans le même, on va dire, c'est dans le même esprit, hein. Donc il y a l'écoute, voilà, donc j'avais mis compréhension du besoin client, de l'attente, des collaborateurs. Donc l'écoute, c'est hyper important parce qu'on travaille d'abord avant d'être dans un milieu technique, on travaille dans un milieu qui est humain. L'entreprise, c'est un milieu humain
avec des personnes, avec des besoins qui sont souvent d'ailleurs fondamentalement différents, parce que l'esprit d'un développeur ne sera pas l'esprit d'un client, qui ne sera pas l'esprit d'un testeur ou l'esprit, d'un infogérant. Vous savez, toutes les personnes qui vont faire le monitoring et tout ça pour voir si toutes les applications tournent bien, et sont, accessibles, pour les clientèles. Donc c'est vraiment la communication. Après moi j'ai un point information et encadrement, de référé qui est très important, dans mon métier. Donc là l'écoute c'est carrément primordial, et parfois c'est même personnel. Alors ça reste, perso évidemment, mais des fois accompagner un collaborateur, on sort, du portail, de l'entreprise pour aller dans le portail intime et parfois c'est une obligation si on veut comprendre ce qui se passe. Donc l'écoute essentielle. L'apprentissage, ben, clairement, les métiers, alors je dirais de l'informatique, mais tous les métiers en réalité, hein. Je pense que dire que l'informatique, c'est une bêtise. Tous les métiers aujourd'hui impliquent, heu, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, d'avancer dans la vie. Parce que sinon, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus forcément, ce qu'il faut faire demain et encore moins ce qu'il faudra faire après-demain et du coup, on n'est plus du tout dans l'air du temps. Donc ça, c'est l'apprentissage, hein, il faut être toujours à l'écoute, participer à ce qu'on appelle à des meet-ups, c'est-à-dire des réunions de partage et cetera, techniques, me pas techniques et cetera, suivre des formations, voilà, donc ça, c'est hyper important et après l'évolution, alors j'ai mis être polyvalent dans de nouveaux contextes évidemment, hein. Chaque client chez qui on va est différent, donc il faut s'adapter aux clients. Parfois les clients s'adaptent à nous, mais c'est quand même assez rare, donc c'est plutôt à nous de nous adapter. Les projets sont différents également, donc il faut s'adapter aussi. Et puis l'évolution, au-delà de l'adaptation, c'est notre évolution personnelle. C'est que le métier, c'est 42 ans de notre vie à minima. Il y a des gens qui aiment bien être tout le temps dans le même poste, hein, aucun jugement là-dessus. Si les gens, ça leur correspond, c'est parfait. Moi, par exemple, ça me convient pas du tout. Je sais qu'aujourd'hui, je ferai encore ce que je faisais il y a 11 ans, ou il y a 15 ans, puisqu'il y a 15 ans, je travaillais à l'usine, hein, comme cariste. Donc vous voyez, c'était mes premiers métiers étudiants. J'ai vachement évolué par rapport à tout ça, j'ai avancé et aujourd'hui, je fais quelque chose qui me plaît et j'espère que dans 10 ans, je ferai encore autre chose. Peut-être dans un autre secteur d'ailleurs, pourquoi pas? On en a parlé beaucoup. C'est un gros avantage du coup de ton métier, c'est que ça change tout le temps, c'est pas une routine. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps et la reconversion professionnelle existe, donc on peut venir dans mon métier et de mon métier, on peut aller vers d'autres métiers si on le souhaite. Donc faut pas se canaliser en disant: «J'ai fait une étude là-dedans, alors je vais être géographe toute ma vie ou historien toute ma vie ou politologue toute ma vie». Ouais, voilà, c'est ça. On peut faire beaucoup d'autres choses. Ouais. On a retenu deux clichés, pardon, je fatigue, ensemble. Je Mmh. te laisse les faire découvrir. Alors la réussite scolaire détermine son avenir, donc selon moi, c'est faux, hein. Je vais pas revenir sur mon parcours, vous l'avez tous, entendu tout à l'heure. Alors ça veut pas dire que c'est pas important, hein, j'insiste là-dessus, c'est important parce que ça ouvre des portes, ça facilite, ça fait gagner du temps. En plus, le milieu scolaire, c'est un milieu où on peut aussi, rencontrer des gens, évoluer, apprendre beaucoup de choses, donc c'est quand même, assez intéressant et si l'école, le lycée, c'est pas ce qu'il faut, il y a peut-être des études professionnelles, des CAP, des BEP qui peuvent être très formateurs pour la suite, hein. Donc il faut s'ouvrir à toutes les études possibles. Par contre, si on galère, qu'on finit par avoir un bac plus 2, un bac plus 3, mais qu'on galère, faut surtout pas se dire: «Bon, maintenant j'ai ça, je suis foutu, c'est pas ce que je voulais faire». Au contraire, il faut regarder ce qui se fait ailleurs et puis dire: «Bon, j'ai un tel niveau d'études, maintenant voilà vers quoi je peux prétendre aller» et même là, si on vise un poste encore plus haut cravacher en interne, évoluer, évoluer, évoluer et puis pour atteindre, le niveau qu'on souhaite et pourquoi pas même au-delà, parce qu'on va découvrir des nouvelles choses, hein. On revient à l'évolution dont on parlait précédemment. Il faut faire les choses tout de suite, sinon c'est trop tard. Alors ça a été ouais, je suis mal à l'aise, je bouge dans tous les sens du coup suite à à la lecture de cette phrase. Ça a été, un de mes grands regrets, c'est que j'ai fait 5 ans de lycée, j'ai quasiment fait 6 ans d'études supérieures et donc j'avais pris, on va dire par rapport à un cursus classique, 3 ans de «retard» entre guillemets. Alors évidemment, j'ai fait d'autres choses dedans, hein. J'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé à l'état civil, j'ai voyagé. Bon, peu importe après, évidemment on perd pas et en fait dire: «J'ai perdu 3 ans, j'ai perdu mon temps», en fait, c'est une bêtise. Faut surtout jamais dire ça et même je pense à 37 ans, parce que j'ai 37 ans aujourd'hui et même à 40, 50 quand on parle avec des gens qui sont plus âgés que nous, en fait, ils des fois, on s'aperçoit qu'à 55 ans, ils sont partis vers un truc qu'ils ont découvert d'un coup et ils se sont mis à fond, par exemple, jusqu'à leur retraite ou même au-delà de leur retraite.
Donc surtout, ne pas se dire j'ai redoublé une classe ou deux classes ou j'ai fait 3 ans d'études qui me plaisaient pas ou je suis allé dans un métier et j'ai fait 5 ans dans un métier qui me plaisait pas, c'est fini. Faut surtout pas se mettre dans une position et attendre la retraite, le temps qui passe, parce que c'est une fois qu'on a des regrets, je pense par contre que c'est carrément trop tard. Donc surtout pas de regrets, aller vers ce qu'on veut. Et je reviens sur le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, mais que je garde, qui est un conseil qu'on m'a donné depuis que je le suis, ça va beaucoup mieux, que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, vraiment. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Et si quelqu'un vous a dit: «Moi j'ai fait informatique, c'est super, faut y aller parce que moi ça a marché», ça ne veut pas dire que ça marchera pour vous. Donc faites ce que vous avez envie de faire et croyez-y, jusqu'au bout, heu, du moment que c'est légal et raisonnable évidemment. Voilà. C'est un beau message de fin. Voilà, ouais. D'ailleurs, on arrive à la fin de ce live et je vais prendre quand même la dernière question de Valencia qui pourra clore ce live en beauté. Auriez-vous quelques conseils pour les jeunes qui veulent faire de la leader cloud, voilà, qui veulent faire ce métier peut-être? Ben, bon, déjà, quand même avoir une certaine appétence technique et un certaine envie de passer quelques heures tous les jours devant un écran, ça c'est une obligation, hein. Voilà, ça c'est le côté, technique. Après, c'est tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire aimer se former, aimer découvrir de nouvelles choses, être capable, d'entendre ce qu'on nous dit et d'être force de proposition sur des sujets. C'est-à-dire que quand il faut prendre des décisions, c'est aussi à nous en tant qu'experts de dire, bah parce qu'un consultant, c'est un expert, de dire: «Bah voilà, ce que vous devez mettre en place pour que ça marche». Donc, il faut être persuasif, mais tout en étant, on va dire, compréhensif. Donc, c'est un niveau qui est pas forcément facile, toujours à avoir. Voilà. Et puis après, bah, c'est vraiment, il y a énormément de culture sur tout ce qui est informatique, hein. Sur internet, on trouve, des milliers, des millions de supports de présentation en français, en anglais, et cetera. Donc après, c'est aller commencer à faire des petits labs chez soi, on peut faire des choses gratuites, sans forcément payer au début sur le cloud, parce que le cloud, c'est payant. Attention, faites pas n'importe quoi, hein. Ça peut coûter très cher d'ailleurs. Donc voilà, mais on peut faire des choses chez soi, sur des petites machines, et cetera, s'entraîner, des scripts, si ça rate, on s'en fiche, il y a que nous qui le savons et puis on apprend comme ça et puis après rejoindre une école d'ingénieur en informatique qui va nous permettre de grandir. Voilà. Merci beaucoup pour ce message de fin. En tout cas, Ouais. Thibaut, c'était super intéressant. Je sens que Ouais. tout le monde était ravi d'avoir toutes ces petites anecdotes, tous ces conseils et tous ces détails sur ton métier. On a eu plein de aussi et celles qui étaient les plus pertinentes par rapport à ce qu'on était en train de dire. Sinon, on Mmh durerait 2 heures de live et c'est beaucoup trop. Mais merci beaucoup mh. en tout cas, Thibaut, d'avoir participé. C'était super cool. Et puis ton métier est passionnant. Voilà, Très bien. sache-le. Plaisir partagé. Super. Bon, nous, on va se quitter ensemble, Thibaut, mais juste après, moi, j'ai une petite synthèse avec tout le monde, et on va revenir sur tout ce qu'on a vu ensemble. Voilà, on va rester, si vous avez raté des petits moments, on pourra resynthétiser tout ça dans votre livret de stage. Voilà, on dit au revoir à Thibaut. Merci beaucoup, Thibaut, pour ce live métier, c'était très très fort Merci. en Ciao information. tout le monde. Ouais. Merci beaucoup, Thibaut. Salut. Au revoir. Bye.